la caméra, elle peut être bien utile pour partager, montrer votre feuille ou partager vos calculs. Mic off. Mais on en reparlera. Voilà, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Bien. M'entends pas, ne m'entends pas. Est-ce que les autres vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, voilà, très bien. Bon, bah, il y a un problème chez Noé. Voilà. Il faut qu'il trouve comment réactiver le son chez lui. On va s'y faire. Hein. Donc là, tout à l'heure, on va corriger des exercices de TD. Donc la fin là sur les molécules et puis les précipités. Voilà. Vous avez préparé des choses, donc ayez sous la main ce que vous avez préparé. Comme ça, bah, vous aurez peut-être des réponses à nous apporter, des choses à vérifier. Vous pouvez prendre en note sur vos brouillons. Et je vous enverrai ou je mettrai sur le Moodle les corrections complètes. Donc sur le TD14, je vais vous mettre aussi la correction des exercices complémentaires. Voilà, parce que ça c'est un chapitre qui traîne depuis un petit moment, mais voilà, depuis 2 semaines on n'avait pas eu de séance de TD. Bien. Alors on n'a pas encore tout le monde, mais il est quand même difficile aujourd'hui de se connecter à l'ENT. Là, j'étais confiante pour 15 heures en me disant qu'il va y avoir moins de monde entre ceux qui se sont découragés et ceux qui n'ont plus cours. Donc voilà, alors pour le compte rendu de TP, on verra ça demain. Donc je ne l'ai pas encore créé et de toute façon, aujourd'hui, vous n'aviez pas trop accès au Moodle. Donc pour le compte rendu de TP, demain. Voilà. Donc demain, on a cours à 15 heures. Oui, c'est ça, demain c'est mercredi, on est perdu après le lundi de Pâques. Donc demain c'est 15h. Et à l'occasion de la séance, donc au moment de la séance, après vous pourrez déposer vos comptes rendus. On parlera un petit peu du TP demain. Voilà, puisque je ne sais pas si vous avez réussi facilement à bien tout exploiter, ou si on verra si vous l'avez fait correctement. C'est une exploitation un petit peu plus élaborée là. Bon, alors si le lien envoyé par mail fonctionne, parfait. Donc Monsieur Baroni, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui gère toute l'informatique au lycée Vaucanson. Donc quand on a un problème sur un poste, un problème de réseau, c'est lui qui gère ça. Donc il est très au fait du fonctionnement essentiellement du réseau de Vaucanson, mais aussi de l'ensemble du J-Precia et de la maintenance informatique. Donc c'est sympa de nous avoir communiqué ce tuyau là pour que vous puissiez vous connecter autrement. Bien. Bon, bah, je vous propose de démarrer. Hein, donc, c'est bon, vous m'avez vu, j'ai coupé ma webcam. Je vais utiliser donc des diapositives. Des diapositives pour illustrer un petit peu le corrigé. Mais vous allez pouvoir intervenir et puis noter, enfin voilà, on n'est pas obligé de rester vraiment en présentation conforme à ce que j'ai préparé là sur mes diapos. Bien, donc le TD14, il nous reste 2 exercices à corriger. Donc l'exercice 7 sur le soufre et autres espèces, et l'exercice 8. Voilà. Donc, commençons par le 7. Donc, numéro atomique du soufre, on nous dit que c'est 16. Donc là, maintenant, vous devez être capable, hein, méfiez-vous, parce qu'à la maison, vous allez peut-être vous dire, bon, finalement, je comprends bien ce qu'on me dit, donc ça va bien, mais vérifiez, hein, pratiquez pour vérifier que vous êtes bien au point,
pour écrire les configurations électroniques, pour identifier des formulations de Lewis, etc. Tous ces chapitres qui sont terminés, il faut prendre le temps de bien les assimiler et de bien les prendre en main, d'être autonome. Donc là, 16, maintenant vous devez être capable d'écrire rapidement la configuration 1S, 2S, 2P, avec 2 pour S, 6 pour P, etc. et de compter. Là, on est donc à 10, 3S2, 3P6. Bon, ok. Pardon, 3P6, c'est pas vrai. C'est pas 6, c'est... Là, vous devez l'avoir sous les yeux, c'est 4. Voilà. Et donc, nombre d'électrons de valence, là, c'est sans difficulté, c'est les 3S, 3P. Donc, voilà, 6 électrons de valence pour le soufre. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir. Le soufre, il ne fait pas partie de ceux que vous connaissez, ce n'est pas ceux qu'on a appris. Il n'en est pas si loin, c'est quand même pas le fin fond de la classification périodique. Mais à quoi ça ressemble 3S2, 3P4, c'est le 6e élément de sa période. Donc le soufre, vous devez être capable de visualiser qu'il se situe exactement sous l'oxygène. Donc il a la même configuration de valence que l'oxygène. Donc ça va être utile pour ensuite regarder les formulations de Lewis pour les molécules proposées. Donc on vous dit, on ne les connaît pas, vous n'avez pas à savoir, H2O oui, mais SO2, SO3, vous ne savez pas a priori. On vous dit, le soufre est au milieu. Voilà, donc on sait qu'on a forcément un soufre au milieu et un oxygène de chaque côté. Bon, alors ensuite, il faut habiller tout ça. La représentation de Lewis nous demande de représenter tous les électrons de valence, uniquement les électrons de valence, mais tous les électrons de valence, sous forme de doublets, de paires liantes ou non liantes, avec éventuellement, quand il reste un électron tout seul, mais c'est vraiment hyper rare. Voilà, dans le cas de nos exemples, ça n'arrive quasiment jamais. Donc il faut compter les électrons de valence. On vient de voir, il y en a 6 pour le soufre. C'est pareil que pour l'oxygène. Donc là, SO2, 6 pour le soufre, 6 par oxygène, 6 x 3, 18 électrons de valence. Donc on doit avoir 9 doublets. Là, j'en ai représenté 2. D'accord ? Uniquement 2. Donc, il nous faut trouver les autres. Il nous faut trouver les autres. Lorsque on a 6 électrons de valence autour du soufre et 6 autour de chaque oxygène. Pour l'oxygène, c'est assez classique. Vous savez qu'on a soit une liaison simple et 3 doublés non liants, soit une double liaison et 2 doublés non liants. Bon, là, vous avez pu essayer, mais le plus naturel, ça va être de mettre en forme deux liaisons pour l'oxygène quand il est tout seul, neutre. Il est lié comme ça à l'oxygène, on le connaît bien. Donc si on met une liaison simple et 3 doublés non liants, ça fait un O-. Donc chercher une configuration sans charge autant possible. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est la plus crédible, la plus réaliste. Voilà, là si on compte 2, 4, 6, 8, il me reste un doublet à placer. Ce doublet, là, vous voyez qu'il ne peut pas être sur l'oxygène. C'est pas possible. Il y a déjà tout le compte. Donc, ce doublet non liant, il doit être affecté au soufre. Sinon, ça ferait trop pour l'oxygène. Donc, il faut bien vérifier que pour l'oxygène, on vérifie la règle de l'octet. D'accord ? Donc là, en comptabilisant tous les doublets qui sont autour de l'oxygène, on doit compter 8 électrons maximum. Là, c'est le cas. Bon, on retrouve notre configuration classique. Qu'en est-il pour le soufre ? Pour le soufre, on peut compter ses électrons de valence. On en a bien là 2, non liants, 2 et 2, donc bien 6, il est bien neutre, il y en a représenté tous les électrons. Mais si je compte combien sont au voisinage, on en a 10. Donc là, on voit que le soufre est hypervalent. Et ce n'est pas un problème.
Le soufre ne fait pas partie des éléments des 2 premières lignes qui vérifient la règle de l'octet. Donc voilà, donc c'est pas un problème, ce qui fait que vous pouvez oser proposer ça, hein, comme structure de Lewis. Voilà, vous me dites hein, si ça vous pose problème. Voilà, donc le soufre ne respecte pas la règle de l'octet puisqu'il est en 3e ligne et que dans sa possibilité de valence, il y a l'orbital 3D qui intervient. Voilà, donc potentiellement jusqu'à 18 électrons au voisinage du soufre. Là, on en est à 10, mais voilà. Donc ça, vous n'avez pas à savoir la règle des 18 électrons, mais savoir que si on vous l'indique, vous pouvez oser, au-delà de la 2e ligne, des représentations avec ce qu'on appelle l'hypervalence, au-delà de la règle de l'octet. C'est bon? Donc SO3, eh bien, on nous a indiqué le même type de choses. Hein. Le soufre est toujours au milieu, donc un soufre et 3 oxygènes autour. Voilà. Alors ensuite, il faut compter les électrons de valence, donc bah, c'est comme tout à l'heure, sauf que là on a 4 atomes, 6 électrons chacun, 6 x 4, 24. Donc là on a 12 doublets à placer. 12 doublets à placer, donc ça va être un petit peu plus encombré. Donc si on se dit, tiens, là c'est neutre, donc cherchons à avoir les oxygènes neutres. Les oxygènes, on sait que règle de l'octet, ça donnerait ça. Donc là on est à combien 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah bah voilà, bah c'est bon, on a tout le monde. Hein, on peut vérifier. On peut vérifier qu'on a bien notre octet, ça saute aux yeux. Hein, pour l'oxygène, c'est la structure habituelle. Pour le soufre, on a 6 doublets au voisinage, 12 électrons au voisinage. Donc c'est beaucoup, mais c'est encore possible. Et par contre, si je compte uniquement les électrons appartenant au soufre, eh bien j'en compte 2, 4, 6. Donc le bon compte. Voilà, là on n'a pas de souci de compte, c'est bien donc la meilleure représentation d'après Lewis, neutre, avec des doublets constitués, liants ou non liants. Voilà. Alors, je vois pas toujours vos questions en direct. Donc effectivement, Paul, tu proposais de faire apparaître des charges. Donc c'est possible à partir du moment où on a bien le bon nombre d'électrons, etc. Hein, on peut faire apparaître des charges sans erreur. Mais voilà, tant qu'on peut faire sans charge, c'est toujours mieux, c'est plus crédible. La représentation de Lewis, elle est un peu grossière. Donc c'est souvent le cas avec des représentations qui sont simples. On cherche parmi l'ensemble des possibilités à donner une représentation de Lewis qui n'est pas trop délirante, qui reste crédible, qui n'est pas trop éloignée de la répartition réelle moyenne des électrons. Donc lorsqu'une molécule est neutre, s'il y a une possibilité de représenter les choses neutres, c'est toujours mieux, c'est plus réaliste. Ça n'empêche pas qu'il y a des polarités, que là les oxygènes vont être un petit peu négatifs et le soufre un peu positif, mais mieux vaut représenter quelque chose de neutre lorsque c'est possible. Voilà. Donc pour vous déjà, c'est donner une représentation sans faute. Hein, donc peut-être que Paul, ta représentation, elle était sans faute. C'est déjà une première étape. Voilà. Et après, la meilleure, c'est celle qui serait neutre. Voilà. Alors ensuite, pour SO4 de moins, là par contre, on est sûr d'avoir des charges puisque c'est un muon. Ok. Donc pour cet ion, on va avoir toujours le soufre au milieu et ces 4 oxygènes autour. Hop. Voilà. Alors l'élément le plus électronégatif entre le soufre et l'oxygène, c'est l'oxygène. Donc on peut se dire, tiens, si c'est l'oxygène qui est négatif, c'est peut-être plus crédible. Donc oxygène négatif, hein, vous savez que c'est ça. Alors après, on le met n'importe où. Hein. Voilà. Si on se limite à ça, après, les deux autres, ils vont être neutres. Donc s'ils sont neutres, les oxygènes, ça donne ça. Voyons ce qui reste pour le soufre.
Pour le soufre, là, on a 6 électrons au voisinage, donc 6 électrons de valence, et 6 doublets, 12 électrons au lieu de 8, c'est hypervalent. Mais combien doit-on représenter d'électrons là-dedans? Il y a 6 électrons de valence pour le soufre, 6 pour chaque oxygène, donc là ça fait 6 fois 5. Et puis 2 en plus puisque c'est S2-. D'accord? Donc ça fait 32 électrons à représenter. 32 électrons, ça fait 16 doublés. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Voilà, là ils y sont tous. Là ils y sont tous, donc c'est un moyen de trouver une formulation qui convient. Alors après, positionner les 2 oxygènes qui portent les charges négatives, il y a, je n'ai pas compté combien de possibilités, mais il y en a bien 4. Voilà. Donc il y a plusieurs façons, peu importe, puisque la représentation de Lewis ne donne pas la géométrie de la molécule. Elle dit juste qui est lié à qui est positif, qui est négatif, où sont les électrons. C'est tout ce que ça indique. C'est une représentation complètement plane, sans donner la géométrie dans l'espace ou autre. Donc finalement, les 2 oxygènes négatifs, ils peuvent être n'importe où. Dans la représentation de Lewis, c'est pareil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des représentations mésomères. Plusieurs façons de dire exactement la même chose. Voilà. Donc là, on est obligé d'avoir des charges. C'est obligatoire, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais en réalité, voilà, les 4 oxygènes sont tous autour du soufre. Et en réalité, ces 4 sont strictement identiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas une liaison simple ou une liaison double, on n'a pas des oxygènes neutres et des oxygènes négatifs. La réalité de la molécule, c'est que les 4 liaisons soufre-oxygène sont identiques, elles ont la même longueur, la même énergie, la même polarité. Il n'y a aucune raison que les oxygènes étant identiques et liés au même soufre, il y en ait certains qui soient positifs et d'autres pas. Aucune. Mais la représentation de Lewis, elle est comme ça. Voilà, c'est une représentation extrême en attribuant les électrons. Par contre, voilà, je vous signale qu'ici, les 4 oxygènes sont équivalents, ont la même charge, et les 4 liaisons sont en fait identiques, ce qu'on ne voit pas dans la représentation des Lewis. Voilà, pour ces représentations. Dites-moi si vous voulez qu'on détaille, enfin si vous avez des questions autres dessus. Donc on peut avancer à la question suivante. Donc on a trouvé la représentation de Lewis de SO2 tout à l'heure, hein, c'était le premier exemple. Et là, on nous dit ce que ne dit pas du tout la représentation de Lewis, qu'en fait cette molécule, elle est coudée. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un soufre et 2 oxygènes liés au soufre. Donc par des liaisons doubles, mais formant un angle, qui sont pas alignés. Donc les 3 atomes, forcément, c'est coplanaire, hein, on n'a pas d'ânerie. Ils sont forcément tous les 3 dans un même plan, puisqu'ils sont 3, mais ils pourraient être alignés. Non, en fait, là, il y a un angle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en face, là, il y a le doublet non-liant. Il y a une zone électronique qui va repousser les doublets liants des liaisons. Donc c'est pour ça que cette molécule, elle est coudée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, vous n'avez pas à le savoir. Hein, donc on vous le dit, elle est coudée. Donc sachant qu'elle est coudée, là on a même l'indication de l'angle, eh bien on va pouvoir représenter les choses et parler de la polarité. Donc d'où vient le moment dipolaire? Quand il y a un moment dipolaire, c'est qu'il y a des liaisons polaires. Les liaisons polaires se forment lorsqu'on a des éléments différents liés. Donc là, oxygène et soufre, c'est pas pareil. Lequel des deux est le plus électronégatif? C'est celui qui est le plus en haut et le plus à droite. Là, l'oxygène est juste au-dessus du soufre. Donc le plus électronégatif, c'est l'oxygène. C'est lui qui va attirer les électrons. Le soufre, du coup, il va être positif. Un petit peu positif. Voilà. Donc on a une polarité qui apparaît.
un moment dipolaire le long de chaque liaison. Nous, ce qu'on nous donne, c'est le moment dipolaire de la molécule. Donc, il faut déjà comprendre que chaque liaison est polaire, comprendre dans quel sens, ça peut être utile. En tout cas, il faut savoir le dire. Et ensuite, pourquoi la molécule est-elle polaire? Donc, le moment dipolaire de la molécule, c'est le résultat de ce qui se passe dans l'ensemble de ces liaisons. Donc, chacune des liaisons est polaire. Et là, si ça ne se compense pas, c'est parce que la molécule, elle est coudée. Donc, chaque liaison présente un moment dipolaire, que j'ai appelé P1, P2, n'importe. Et vectoriellement, pour la molécule, le moment dipolaire global, c'est la somme des deux. On voit bien que là, comme elles ne sont pas alignées, ça ne se compense pas. On a un vecteur résultant qui n'est pas nul. Voilà. Donc ensuite, il suffit d'additionner les vecteurs. Donc on nous donne le moment dipolaire en Debye, qu'on peut utilement convertir en coulombmètre à partir du moment où on a besoin ou envie de faire le lien avec des charges partielles qui apparaissent, des longueurs de liaison. Il faut penser à convertir le moment dipolaire en coulombmètre. Sinon, ça va vous donner des choses bizarres. Voilà. Et donc faire le lien avec le moment dipolaire d'une des liaisons, P1 ou P2. Là, les deux liaisons, elles sont identiques, hein, c'est complètement symétrique. Donc on a la même valeur, simplement pas la même direction, mais on connaît les sens et on connaît, elles sont toutes les deux dans le même sens, et on connaît l'angle alpha entre les deux. Donc voilà, il suffit de projeter, d'écrire la somme des deux projections, hein, comme ça. Et donc c'est P1 projeté avec le cosinus de la moitié de alpha, P2 projeté la moitié du cosinus de la moitié de alpha. Voilà, donc on a deux fois la même projection. Valeur du moment dipolaire de chaque liaison projetée sur une direction qui est inclinée d'alpha sur 2. Voilà. Et par définition, le moment dipolaire d'une liaison, c'est la charge partielle portée à l'extrémité multipliée par la longueur. Donc là, dans l'énoncé, la charge partielle, elle est notée delta fois E, E étant la charge élémentaire. C'est-à-dire si delta vaut 1, ça veut dire qu'on a moins 1 plus 1. Là, c'est une charge partielle, donc delta doit être plus petit que 1. D'accord ? Donc le moment dipolaire total, c'est la somme des deux projections. Donc il y a le cosinus de alpha sur 2 qui joue deux fois. C'est quelque chose qu'il faut voir en faisant un dessin, vous devez le voir. Bien. Application numérique, donc moins delta E, vous le calculez, hein, c'est le moment dipolaire de chaque liaison, donc c'est le moment dipolaire total divisé par 2 fois le cosinus alpha sur 2, et divisé par la longueur de liaison qui est donnée. Donc là, il ne faut pas vous emmêler avec les puissances de 10. Picomètre, c'est 10 puissance moins... tout le monde doit le savoir. Picomètre, c'est 10 puissance moins... Voilà, moins 12. Bien. Voilà. Et puis la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19. Elle n'est pas rappelée nécessairement. Maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez connaître. En tout cas, il faut tendre à la connaître. Voilà, donc là, on trouve cette charge-là qui est plus petite que la charge élémentaire, que la charge d'un électron, ce qui montre bien que c'est une charge partielle. On peut donner delta en pourcentage, sinon c'est 0,22. On donne souvent un pourcentage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux d'ionicité. Voilà, 22,9% d'ionicité. C'est-à-dire que si on était à 100%, ça serait ionique, on aurait moins 1 d'un côté, plus 1 de l'autre. Et bien on est à 22%, 23% de ionisation. Voilà. Bien. Alors, la suivante, SO3, on nous dit qu'elle est plane. Rien d'évident, puisque là, on a 4 atomes. Donc 4, ils pourraient ne pas être dans le même plan, contrairement à 3. Et bien, comment se fait-il qu'elle est apolaire, cette molécule? Est-ce que c'est surprenant?
sachant qu'elle est plane, est-ce que c'est vraiment surprenant? Et comment est-il possible qu'elle soit apolaire, alors que chacune des liaisons soufre-oxygène est de même nature que la précédente? Donc chacune de ces liaisons est polaire. On a 3 liaisons polaires et une molécule apolaire. Voilà. C'est donc une compensation. Les 3 moments dipolaires se compensent. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a comme ça 3 liaisons identiques, 3 liaisons identiques soufre-oxygène, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas réparti équitablement. Donc ces 3 liaisons identiques, comme on sait qu'elles sont dans un même plan, elles sont régulièrement positionnées dans le plan, donc à 120 degrés l'une de l'autre. Et ça donne, donc sur mon dessin je fais tout à fait 120 degrés, je fais ça à la main, enfin à vue plutôt, mais si c'est vraiment 120 degrés, on a 3 vecteurs qui sont tous dirigés vers le centre, qui ont tous la même valeur et qui sont dans 3 directions équitablement réparties, donc la somme des 3 vaut 0. Ça se compense. Voilà. Par contre, si ça n'était pas plan, comme l'ammoniac par exemple, 3 liaisons identiques, polarisées exactement de la même façon, mais pas dans le plan, là il y a un reste qui n'est pas nul. Donc voilà, donc à la limite, si on vous avait dit une autre façon de vous indiquer les choses, on aurait pu vous dire, voilà, cette molécule SO3, elle est apolaire. En y réfléchissant, évidemment, chacune des 3 liaisons a la même polarité. Ça aurait pu être une indication pour comprendre qu'elle est plane. Dans l'autre sens. Comprendre que si elle est apolaire, c'est qu'il y a compensation des 3 moments dipolaires. Les 3 identiques en valeur et en sens, donc c'est qu'ils se compensent et que c'est plan à 120 degrés les uns les autres. Voilà, par exemple. Vous avez des notions de géométrie qui doivent vous permettre de vous dépatouiller de ça. Par contre, on ne vous demandera pas de proposer la forme d'une molécule comme ça, sortie de rien. Vous ne les connaissez pas. Sauf peut-être 2-3 grands tubes, là, je sais pas, l'eau, le méthane, l'ammoniac éventuellement, mais voilà. Bien, voilà pour cet exercice-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Alors, ensuite, donc le dernier, plus qualitatif, beaucoup plus qualitatif, donc là, on va en discuter. Donc, les interactions moléculaires permettent de comprendre ce qui se passe. Donc là, on a, alors attention, personne n'écrit, personne ne répond pour l'instant. On a 3 possibilités, enfin 3 éléments, CH3Cl, CH3Br, CH3I, avec donc des températures différentes. Donc, si vous avez analysé la situation, est-ce que vous avez expliqué cette évolution à cause de liaison hydrogène, à cause d'une différence de polarisabilité ou d'une différence de polarité? Donc là, vous avez moyen de répondre. Voir si vous êtes bien au point. J'attends que tout le monde ait le temps de répondre. Alors, ça y est. Pas tout à fait. 3. Allez, encore quelques-uns. Bon, les 2-3 derniers, on se concentre, on peut dire n'importe quoi. Là, je leur mets la pression. Mais
Bon, alors, aïe, là, échec du prof. Bon, donc, si je suis votre sondage, eh bien, vous avez à 70% dit que cette différence était due aux liaisons hydrogènes. Bon. Là, les liaisons hydrogènes, elles sont existantes avec uniquement le chlore. D'accord? Ben même pas. Non, même pas le chlore, qu'est-ce que je dis? Non, non, il n'y a aucune liaison hydrogène possible là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Les liaisons hydrogènes, elles interviennent uniquement lorsqu'on a un atome d'hydrogène relié à un atome petit et très électronégatif, c'est-à-dire azote, oxygène ou fluor. C'est pas le chlore le plus petit, le plus électronégatif. Donc là, on a carbone, iode, brome, chlore. Aucun atome électronégatif petit permettant d'imaginer des liaisons hydrogènes. Aucun. Donc là, il ne peut pas du tout y avoir de liaison hydrogène entre ces molécules. Aucune. Aïe. Donc à revoir. Donc je vous redis, la liaison hydrogène, elle intervient uniquement lorsqu'on a des atomes d'hydrogène liés à azote, oxygène ou fluor, uniquement. Là, il n'y a aucun azote, aucun oxygène, aucun fluor, donc typiquement ici, évidemment, il est hors de question d'envisager des liaisons hydrogènes. Voilà, et pourtant 70%. Bon, vous avez peut-être compris la question à l'envers, mais non, hein, l'explication, donc là, c'est pas du tout les liaisons hydrogènes, rien à voir. Hors sujet, hors jeu. On ne se pose même pas la question. Ensuite, y a-t-il polarisabilité? Forcément, il y a toujours. Y a-t-il polarité? Si, ces molécules, oui, elles sont polaires, essentiellement à cause de la liaison carbone-halogène. L'halogène est très électronégatif, donc là, on a des molécules polaires. Quel est l'effet prépondérant entre polarisabilité et polarité? Là, pour ceux qui ont pensé à ça, vous êtes un quart quand même à avoir pensé, ou bien garder à l'esprit que c'est la polarisabilité qui l'emporte. C'est cet effet-là qui est prépondérant. Donc là, on a bien une différence par différence de polarisabilité. Il y a également une différence de polarité, mais je vous l'ai dit, voilà, c'est pas intuitif, c'est la polarisabilité qui est l'élément prépondérant. Alors en quoi est-ce que ça va pouvoir permettre de comprendre ce qui se passe? La polarisabilité, elle est forte lorsqu'on a des molécules très polarisées, donc très grosses. Vous savez que l'iode a un numéro atomique bien plus fort que le brome, que le chlore. Vous connaissez la famille, donc l'iode est en bas, le brome au-dessus, le chlore en haut. Et donc CH3I est beaucoup plus gros que CH3Br, qui lui-même est plus gros que CH3Cl. Donc CH3I est beaucoup plus polarisable, ce qui fait que par polarisabilité, ces molécules, elles s'attirent entre elles beaucoup plus que les autres. Voilà. Et là, il faut remarquer avant tout que ici, on va pouvoir conclure parce que ces trois molécules, elles sont quand même presque pareilles. Elles ont la même forme, il n'y a qu'un atome qui change à chaque fois. Donc ce qui change un petit peu leur polarité et beaucoup leur taille. Donc beaucoup leur polarisabilité. Voilà, donc c'est bien lié avec l'électronégativité, mais surtout à la taille de l'iode. Voilà, donc là c'est la plus grosse, pas la plus lourde, hein, mais la plus grosse, les plus grosses qui s'attirent le plus, donc il faut fournir plus d'énergie, il faut monter davantage en température pour qu'elles se libèrent les unes des autres, c'est-à-dire pour qu'on passe du liquide au gaz. Hein, c'est la température qui est proposée. Alors que bon, CH3Cl, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc mémorisez ça. Hein. Il faut bien mémoriser les conditions d'observation de la liaison hydrogène. Oxygène, azote, fluor. Même pas de fluor, vous m'avez mis le doute à un moment, mais même pas de fluor, non, c'est... voilà. Bon, alors les autres, là, SO2, CO2,
c'est presque les mêmes, vu de loin. On se dit SO2, CO2, c'est presque pareil. On voit que SO2 est nettement plus soluble dans l'eau que CO2. Voilà. Et donc là, vous avez pensé à quoi? Là, je n'ai pas préparé de quiz, mais quels peuvent être les phénomènes qui justifient ça? Ici, est-ce qu'il pourrait y avoir des liaisons hydrogènes avec l'eau? Non, oui, oui, non, oui, Donc on a des liaisons hydrogènes, il faut qu'il y ait des hydrogènes liés à azote, oxygène ou fluor, c'est le cas dans l'eau. Donc là, il n'y a pas d'hydrogène dans SO2 ou CO2, mais il y en a dans l'eau. Donc peut-être qu'il y a moyen d'avoir des liaisons hydrogènes avec l'hydrogène de l'eau. Mais pour ça, il faudrait que l'hydrogène de l'eau puisse se lier avec le doublet non-liant d'un atome petit et très électronégatif, c'est-à-dire soit l'oxygène, soit l'azote, soit le fluor. Donc là, c'est... oui, avec ces oxygènes-là. Là, il peut y avoir effectivement une liaison hydrogène. D'accord? Et pareil ici. Avec donc un hydrogène de l'eau. Donc oui, ces molécules, elles peuvent engager des liaisons hydrogènes avec l'hydrogène de l'eau, ce qui fait qu'elles sont quand même assez solubles dans l'eau. Ça contribue beaucoup à leur solubilité. Donc là, on a 4 doublets non liants pour chacune. Voilà. Est-ce qu'il y aura plus de liaisons hydrogènes chez l'une que chez l'autre? Pas sûr. Là, on a 2 oxygènes à chaque fois, autant de doublets non liants. Ça va être quasi pareil. Donc il y a des liaisons hydrogènes, mais autant des deux côtés. Donc là, il n'y a pas une différence, pas vraiment de différence entre les deux. Par contre, qu'est-ce qui peut faire la différence? Ça fait la différence. Donc la présence du doublet, ce doublet, ça fait, on l'a vu tout à l'heure, que SO2 est coudé, alors que, là c'était pas dit, c'est là, j'aurais dû le dire, CO2 n'est pas coudé. Voilà, parce que CO2 n'a pas ce doublet-là sur le carbone. Donc dans le carbone, les deux liaisons carbone-oxygène qui sont tout à fait identiques, elles sont l'une en face de l'autre, à l'opposé l'une de l'autre. Il n'y a aucune raison qu'elles soient plus près l'une de l'autre. Alors que dans SO2, la raison, c'est la présence du doublet non liant qui dissymétrise. Voilà, donc SO2, vous n'aviez pas à le savoir. CO2, on l'avait dit en cours. Donc SO2, là je m'appuie sur ce qu'on vient de faire. Sinon, il y aurait eu des questions intermédiaires. Vous n'avez pas à savoir comment est SO2. Voilà. Donc je m'appuie sur ce qu'on vient de faire. SO2 est donc coudé et polaire. Par contre, CO2 n'est pas coudé, donc pas polaire. Et ça fait une grosse différence entre les deux. SO2 est aussi plus gros, donc plus polarisable, en plus d'être polaire. CO2 est plus petit, moins polarisable et pas polaire. Donc, dans l'eau, cette différence de polarité et polarisabilité essentielle, fait que SO2 est très, très soluble. Bien. Alors, les derniers, NH3 et PH3. Alors là, je ne sais pas si vous avez eu une idée. Ça me semble compromis, peut-être, vu vos performances de tout à l'heure. Je ne sais pas. Donc, NH3, on en a un peu parlé. NH3, il faut savoir facilement donner sa représentation de Lewis, avec là les 3 hydrogènes. Et on a vu que c'est une molécule qui est polaire et qui est coudée. Donc avec, si je mets un hydrogène dans le plan, un devant, un derrière, et donc un moment dipolaire résultant non nul. PH3, est-ce que c'est très différent?
c'est pas du tout très différent, puisque quand on cherche un peu, là, en préparant, vous avez pu regarder ce qu'était ce phosphore. Le phosphore, il est juste sous l'azote. Donc c'est la cousine, ou c'est la fausse jumelle, si vous voulez, hein, de pH3, de NH3. Pareil. Même structure de valence, même géométrie. Seulement, le phosphore, il est plus gros et il a une couche de plus, quoi. Voilà, c'est le même en dessous. Donc la phosphine pH3, c'est la même que l'ammoniac, mais en plus gros et avec l'atome central de phosphore qui est un peu moins électronégatif que l'azote. Voilà, donc c'est presque pareil. Et donc voilà, donc la grosse différence, c'est que va pas y avoir de liaison hydrogène parce que le phosphore, eh bien, c'est trop gros. Il y a des liaisons hydrogènes fortes entre l'azote par son doublé non liant et les hydrogènes de l'eau, comme on a vu tout à l'heure avec l'oxygène de CO2 ou SO2. Et puis, ces hydrogènes qui sont reliés à l'azote vont pouvoir aussi engager des liaisons hydrogènes. Donc, des liaisons hydrogènes là, avec le doublé non liant de l'eau. Voilà, donc dans NH3, on a plein de liaisons hydrogènes. Chaque hydrogène et le doublé non liant, ça en fait 4 par molécule NH3 possible avec H2O, avec 4 molécules d'H2O différentes. Alors que pH3, 0 liaison hydrogène. C'est ce qui fait l'immense différence. Voilà. S'il n'y avait qu'une différence de polarisabilité, c'est-à-dire de taille ou de polarité minime, parce que voilà, P est à peine moins électronégatif que l'azote, on n'aurait pas cet écart aussi marqué. D'accord? Donc là, c'est 1000 fois plus soluble. Hein. Même pire que ça, parce que l'azote, en plus, est plus léger. Voilà, donc c'est vraiment la présence de liaison hydrogène qui change tout. Ici. Donc il faut vraiment que vous mémorisiez ces conditions-là d'existence des liaisons hydrogènes. Hein. Voilà, pour les identifier. Lorsqu'il y a liaison hydrogène, ça pèse. Hein, c'est des interactions moyennes, alors que par polarité, polarisabilité, c'est faible. Donc les liaisons hydrogènes, elles sont déterminantes lorsqu'elles sont là. Par contre, elles sont très rarement là. Voilà, donc il ne faut pas en parler tout le temps. Mais dès qu'il y a azote, oxygène ou fluor, avec des hydrogènes dans le coin, des hydrogènes disponibles, il y aura une liaison hydrogène. Sinon, il n'y en a pas et on regarde que la polarisabilité, la polarité, et la polarisabilité l'emporte en général. C'est l'effet prépondérant. Voilà, donc pour ce chapitre qui est très... qui est plein de choses à connaître, voilà, qui est très descriptif. Un peu qualitatif, mais très descriptif, et donc voilà, il faut bien le connaître pour ne pas se tromper de propriété. Donc je vais vous envoyer, en plus de le mettre sur Moodle, je vais vous envoyer là le PDF avec les corrigés, les exercices complémentaires, là, vous permettre de vous entraîner. Comme là, il n'y a pas colle cette semaine, prenez le temps de regarder d'autres exercices, malgré tout. Bien. Bon, donc... Quand vous ne posez pas de questions, je pense que c'est bon pour ce TD-là. On va passer à l'autre. Ah. Voilà pour l'autre. Bon, donc l'autre, c'est plus récent. Hein, plus récent, plus nouveau. Donc, vous allez me dire si ça vous a posé problème. Bien. Donc, précipité. Là, on a des courbes données pour deux types de précipités qui se ressemblent. Hein, des hydroxyde de magnésium, hydroxyde de fer, dans les mêmes conditions, des solutions ioniques en métaux, la Mg2+, ça fait 2+, avec la même concentration, 0,1 mol par litre. La même concentration maximale hein, pour les ions.
Et donc, on a ces courbes de précipitation, d'existence du précipité. En tout cas, ce n'est pas directement l'existence du précipité qui saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est le pourcentage d'espèces sous forme ionique. Voilà. Bon, donc il faut réussir à lire ces courbes nouvelles. Voilà. Donc, voyons quand est-ce qu'on va voir ces précipités. Donc, faites référence aux équilibres de solubilisation. Ces équilibres, je vous rappelle, qui s'écrivent avec un 1, d'accord, pour chaque, là, et auxquelles correspondent donc les constantes, la constante de Calès. Donc, pour les deux, vous voyez, ça se ressemble à la même stéchiométrie, 2 hydroxydes, etc. Bien. Alors, quand est-ce qu'on va avoir ces précipités? Puisque ce sont des hydroxydes, c'est le cas classique à connaître. On a donc des précipités si le milieu est plutôt acide ou basique. C'est ça qui est déterminant. Pour un hydroxyde, lorsqu'il précipite, c'est que, comme n'importe quel solide, c'est trop concentré. Donc lorsque les concentrations en forme dissoute sont élevées. Si la concentration en forme dissoute ne sont pas élevées, il n'y a pas de précipitation. Lorsqu'il n'y a pas de précipitation, sur cette courbe-là, en pourcentage ionique, eh bien c'est que s'il n'y a pas de précipité, le métal il est complètement sous forme dissoute. C'est ça que ça veut dire. Donc complètement sous forme d'ion, en solution. Donc là, 100%, il n'y a que des ions en solution. Le métal est uniquement sous forme dissoute. S'il n'est pas sous forme dissoute, il précipite, donc il y en a moins. Ça baisse. Voilà. Et comme c'est un hydroxyde, pour que ça précipite, on doit avoir une concentration, là c'est l'élément qui varie essentiellement, une concentration d'hydroxyde qui est suffisamment forte. Il faut que ça soit trop concentré pour précipiter. Donc trop concentré ici, c'est milieu riche en H-, milieu très basique. Voilà, alors milieu très basique, vous savez dire directement que ça correspond à un pH élevé, mais là attention, c'est pas pH qui est donné, c'est pOH, c'est-à-dire moins log de l'activité en H-. Voilà, donc c'est le cologarithme de l'activité en H-. Donc s'il y a beaucoup d'hydroxyde, ce cologarithme, il est petit. Comme le pH, cologarithme de l'activité en H+, est petit en milieu acide, le pOH est petit en milieu basique. Voilà, c'est la difficulté là, de cette courbe, s'adapter à des choses nouvelles qui ne sont pas habituelles. L'échelle pOH, elle n'est pas usuelle pour nous. Voilà, c'est une nouvelle représentation. Donc là, il faut bien prendre le temps, mais un peu comme tout le temps, hein, si vous lisez un article ou un document pour votre TIPE, pareil, hein, vous découvrez les courbes, il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est tracé en fonction de quoi, dans quelles conditions. Bien s'approprier la signification, sans aller trop vite, sinon on imagine des choses qui sont pas bonnes. Voilà. Donc une fois qu'on a bien compris ça, on se dit, bah voilà, lorsqu'on est à 100%, c'est qu'il n'y a pas de précipité, tout est dissous. Moins de 100%, il y a du précipité. Comme c'est quasiment plus rien, bah, presque tout est précipité, mais on n'y croit pas que ça va jusqu'à 0. Et voilà, donc là on peut identifier les deux zones de présence du précipité ou d'absence du précipité tout en haut, sur le palier en haut. C'est ça que ça nous indique. Voilà. Et alors on voit sur ces courbes des points anguleux. Hein, là et là. Et ça saute aux yeux. Donc ça, point anguleux, ça doit tilter. Hein, vous vous dites, tiens, s'il y a un point anguleux, c'est que là, on est en frontière d'existence du précipité. Il y a apparition ou disparition du précipité. Hein, ça, c'est le truc classique. Okay, pour ces points anguleux. Donc, c'est vraiment la limite d'existence du précipité. On a deux fois le même type de choses, parce qu'on a là deux précipités qui sont cousins, qui se ressemblent, qui ont les mêmes types de stéchiométrie. Donc on va identifier qui est qui.
Courbe 1, courbe 2. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour les distinguer? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Que l'hydroxyde de fer est moins soluble que l'hydroxyde de magnésium. Voilà, donc le moins soluble des deux, c'est le fer. Alors, quelle est la courbe correspondant au moins solide des deux, au moins soluble des deux, pardon. Qui est qui? Alors là, vous allez me dire. Est-ce que la courbe 1, celle-là, correspond au magnésium? Donc si ça correspond au magnésium, vous répondez vrai. Si ça correspond au fer, vous répondez faux. Donc là, basez-vous sur votre préparation, et puis si vous venez de mieux comprendre comment lire la courbe, peut-être que vous allez répondre autre chose que votre préparation. Laisse le temps d'y repenser. Bien. Bon, donc vous pensez que c'est faux. Donc si vous pensez que c'est faux, c'est que vous pensez que la courbe 1, elle correspond donc au fer et que l'autre correspond au magnésium. Bon, voyons ça. Est-ce que ça tient la route de penser ça? Donc on sait, je vous rappelle, que le fer est moins soluble. D'accord? Donc s'il est moins soluble, va-t-il être plutôt facilement précipité ou plutôt peu précipité? S'il n'est pas soluble, c'est qu'il a du mal à se dissoudre et donc on a davantage ou plus facilement que l'autre, en tout cas, du solide dans la solution. Ok, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur nos courbes? Que sur cette courbe 1, là, on a un domaine d'existence du précipité qui est limité ici, alors que sur l'autre courbe, le domaine d'existence du précipité, il va jusque là-bas. Il va jusque là-bas. D'accord? Donc on a un des deux précipités qu'on observe davantage. Donc la courbe 2 correspond à l'hydroxyde le moins soluble des deux, qui précipite davantage. Voilà, donc on a le fer, qui est le moins soluble des deux, à droite. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais. C'est le piège. C'est le piège, là. Donc, s'il est peu soluble, c'est qu'on va beaucoup l'observer sous forme solide et que lorsqu'on aura une solution saturée, on aura des concentrations plus faibles. Donc là, en échelle POH, il faut la lire en logarithme, à l'opposé du logarithme, donc en évolution inversée. Il y a beaucoup d'hydroxyde lorsque POH est faible. Beaucoup, pardon, d'ion hydroxyde, d'ion HO-. Voilà, ce qui fait que le fer qui est peu soluble, eh bien, il va précipiter pour un POH assez élevé. Il n'a pas besoin d'un milieu hyper basique pour précipiter. Il va apparaître facilement, se précipiter, puisque l'hydroxyde de fer n'est pas très soluble. En tout cas, il va apparaître plus facilement que l'autre.
Donc on a une zone d'existence là de précipité avec le fer qui est plus large. Bien. Donc, alors Pierre n'a pas compris, il veut la mienne. Donc je reprends. Alors, je reprends. Donc peut-être que le piège là, c'est la lecture de l'échelle en POH aussi qui est inversée. C'est que donc sur ces courbes, on voit une zone d'existence du précipité jusque-là, et une autre où il n'y a pas de précipité. Ce qu'on nous dit, c'est simplement que l'hydroxyde de fer est moins soluble que l'autre. Donc s'il est peu soluble, ça veut dire qu'il va être moins facile à observer complètement dissous. Donc il sera moins facilement dans l'état absence de précipité et plus facilement que l'autre en solution saturée avec le précipité. Donc là, c'est en fonction de la présence des ions hydroxydes, en fonction du POH. Sur une zone de POH bien, plus large, l'hydroxyde de fer précipite. Ce qui correspond bien au fait que c'est moins soluble et donc plus facilement sous forme de précipité, sous forme de solution saturée. Alors que le magnésium, lui, il est plus soluble, donc on aura une zone d'existence du précipité qui est plus réduite et une zone d'existence de la solution sans précipité plus étendue. Ce qu'on voit là à droite. Pour Mg2+, pas de précipité. Voilà, donc c'est vraiment comparé l'un à l'autre. Alors après, on peut aussi raisonner sur les positions là, de ces points, de ces frontières d'existence, en se disant finalement, si c'est peu soluble, il va précipiter pour un seuil en concentration qui sera plus bas que l'autre, et le seuil en concentration, le POH, étant plus élevé ici à cette frontière B, montre que la concentration en hydroxyde HO- est plus petite. Donc c'est bien pareil, le seuil en concentration faisant apparaître la précipitation, ou le seuil d'existence du précipité, correspond à une concentration en hydroxyde qui est plus petite. Donc c'est un précipité qu'on observe plus facilement que celui du magnésium, pour lequel il nous faut une concentration, un seuil de concentration d'hydroxyde plus élevé. POH plus faible, c'est-à-dire une activité d'HO- plus forte. Voilà, donc je conçois que il faut être concentré, parce qu'il y a plein de pièges, plein de possibilités d'inverser un peu le résultat dès qu'on oublie un signement ou qu'on raisonne. Voilà, c'est assez facile. Déjà, si vous avez compris le raisonnement, c'est bien. Après, il faudra le redérouler tout seul en étant bien concentré parce qu'il y a plein de pièges. Et qui font que si à chaque étape on raisonne à l'inverse, existence au lieu d'absence du précipité, trop concentré ou pas assez concentré, POH ou valeur de concentration, enfin il y a plein de façons d'inverser le résultat. Et donc voilà, vous le reprendrez à tête reposée. Alors, on a identifié donc les courbes 1 et 2. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et alors, qu'est-ce qui peut nous permettre d'identifier les produits de solubilité? Là, sur ces courbes, on a, alors c'est pas hyper précis, mais on a de quoi du moins les estimer pour trouver donc ces produits de solubilité. Ce qu'on sait, c'est que le précipité, il existe à partir ou jusque là, soit A, soit B selon lequel, et que on a une solution au maximum de 0,1 mol par litre en ion. Donc quand on est à 100%, on connaît la concentration en ion métallique, en cation métallique. Voilà. Et là, on a la limite d'existence.
Donc là, on a une condition limite qui est tracée dans des conditions connues. Donc, le mieux, là, c'est d'exploiter la condition limite. On peut aussi exploiter une autre condition, là, sur cette courbe. On peut se dire, ben voilà, là, à 50%, je sais que ça précipite, donc le produit de solubilité est vérifié, et je sais que la concentration, c'est 0,05, du coup, la moitié de celle de départ. Et puis la concentration d'hydroxyde, elle est donnée par le pOH. Voilà, on peut aussi faire comme ça. Bon, le plus simple, le plus classique, c'est de raisonner en limite d'existence. Là, la limite d'existence, le produit de solubilité, il est juste atteint. Voilà, donc si on commence par le point A, on a juste atteint le produit de solubilité pour le magnésium. Donc on sait que l'activité en magnésium, c'est 100%, donc 0,1 mol par litre, activité de 0,1, considérons que c'est suffisamment dilué. On lit le pOH. Bon, alors on le lit tant bien que mal, hein, c'est assez incertain là sur la courbe que vous avez. Bon, disons 4,8, c'est facile pour moi avec le résultat. Mais bon, voilà, vous avez lu 4,7, 4,9, peu importe. Et on est en limite d'existence du précipité, donc le produit des activités, sans oublier la puissance, hein, correspond au coefficient stéchiométrique. Le produit des activités est égal au Ks. Voilà, donc sur le graphe, on lit les activités. Donc on peut le lire au point anguleux, comme ça on a tout de suite la concentration, mais je vous disais, vous pouvez prendre à 50%, à 25%, on trouvait un point que vous lisez bien, ça doit donner le même résultat. Enfin, sauf qu'ici, l'échelle en pOH, elle est quand même très, très peu précise pour la lecture. Ok ? Après, c'est la même chose. Pour l'hydroxyde de fer. Voilà. Donc le produit vous donne, donc là on a 10 puissance moins 4,8 au carré, hein, donc 10 puissance moins 9,6 fois 10 puissance moins 1, donc ça fait 10 puissance moins 10,6, hein, et le pKs c'est moins log de ça, donc vous regardez que l'opposé de la puissance de 10. Voilà, donc pareil pour le fer. On peut prendre pareil, le point B du coup, la limite d'existence du fer. À 100% au point B, on a 0,1 mol par litre de fer. On lit, là ça tombe pile, un pOH de 7. Donc on a 10 moins 1 fois 10 puissance moins 7 au carré, c'est-à-dire 10 puissance moins 14, ça fait 10 puissance moins 15. pKs, ça fait 15. Voilà, c'est 2 fois la même chose. Donc on a bien un pKs pour le fer qui est plus élevé que celui du magnésium, alors qu'on a la même stéchiométrie. Donc ça vérifie bien que l'hydroxyde de fer est moins soluble. Donc, plus le pKs est élevé et moins c'est soluble. Voilà, pour vérifier que c'est bien cohérent avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, mais si on se trompe dans l'identification, on va dire que le pKs pour l'hydroxyde de magnésium c'est 15 et que l'autre c'est 10. C'est l'identification de tout à l'heure qui est un petit peu délicate, hein, qui permet de bien attribuer cette valeur de pKs à l'hydroxyde de fer. Voilà, pour ce petit exercice qui ne paye pas de mine, mais voilà, qui demande quand même d'être bien concentré. C'est un petit peu subtil. Hein, dites-moi où vous en êtes, si c'est vraiment délicat. Donc le pKs, voilà, il est atteint au point anguleux. Il est atteint, en fait, le pKs, il est atteint jusqu'au point anguleux. D'accord ? Donc, tant qu'il y a existence du précipité, on a Q égale Ks. Donc, on peut prendre n'importe quel point de cette courbe et on aura Q égale Ks. Sauf que là, on n'y voit rien. Hein, le
le pourcentage est tout petit, donc on lit 0, enfin c'est vraiment pas précis. Là, sur cette zone, on doit pouvoir trouver des couples, pourcentage de cations métalliques et donc concentration correspondante, et puis POH, donc activité d'achaumement. Voilà. Donc le PKS, on peut le vérifier, on peut l'utiliser tant que le précipité existe. Donc à la limite d'existence, on peut l'identifier, mais pas après. Le point plus à droite, non. Et donc le produit de solubilité, c'est KS. Le produit de solubilité. Mais dans les tables, on vous donnera plutôt PKS. Donc c'est pour ça qu'on calcule KS, on peut donner PKS. Oui. Et c'est vrai que si vous donnez la valeur de KS, ça suffit, vu comment est posée la question. Voilà, un produit c'est vraiment KS. Donc là, 10 puissance moins 15 et 10 puissance moins 10,6. Okay, donc on n'est pas obligé de prendre le point anguleux. Par contre, il est impossible de prendre un point qui serait plus à droite. Voilà. Mais c'est vrai que là, le point anguleux, bon, c'est un point qui peut être clair à voir, quoi. Il faut que la solution soit saturée. Donc au point anguleux, la solution, elle est juste saturée. Donc il y a encore 100% de métal sous forme d'ion. Le précipité n'a pas encore fait baisser notablement la concentration, mais c'est saturé, donc KS est atteint. C'est ça que ça veut dire, cette limite d'existence. Bien. Bon, demain, ou par mail, vous pourrez, bien sûr, en le reprenant, poser les questions qui restent. Hein. Même si on ne se voit pas, ne restez pas avec des choses difficiles et des incompréhensions ou des incertitudes. Il faut vraiment que vous travailliez là en certitude, comme d'habitude. Voilà, mais comme on est isolé, c'est vrai que c'est moins confortable. Plus difficile peut-être d'avoir rapidement une confirmation quand on hésite. Voilà, donc pensez malgré tout à poser vos questions. Bien. Alors, ce deuxième exercice-là, il a plus d'ampleur. On va peut-être pas aller complètement au bout pour vous laisser quand même le prendre en main. On va voir là l'ensemble des premières propriétés. Donc, toutes les premières questions, c'est quand même une application relativement directe, assez classique en tout cas du cours. Donc voyons ça déjà pour s'assurer que vous allez bien avoir compris le cours. Oups. Donc, première chose, on nous dit, alors là, il faut bien être au courant de ce qu'on décrit, une solution 1, S1, 100 ml d'eau, 10 de mol de sulfate de barium, et on connaît le PKS du sulfate de barium. Et donc, on nous demande la concentration, les concentrations, l'état, est-ce que c'est une solution saturée? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'elle est saturée? Oui, vrai, ou non saturée? Faux. Vous avez obtenu là dans vos calculs. 10 moins de mol, c'est pas beaucoup pour 100 ml d'eau. Alors, comprenez bien la question, vous répondez vrai si cette solution est saturée, et faux si cette solution n'est pas saturée.
Bon, certains sont indécis. Alors, vous pensez que cette solution n'est pas saturée. Si vous pensez que cette solution n'est pas saturée, ça veut dire que vous avez obtenu, vérifié que les 10-2 moles de BaSO4 solide qu'on introduit vont complètement se dissoudre dans les 100 ml d'eau. C'est ça que ça veut dire. Voilà, alors vérifions ça. On va voir si ça peut être le cas. Donc là, il y a plein de façons de raisonner. On raisonne par hypothèse, par l'absurde. Donc voilà, là je vous présente quelque chose, il y a vraiment plein de points d'entrée possibles. Donc vous aurez pu faire vraiment différemment et raisonner complètement dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? On peut se dire, bah tiens, on pense qu'elle n'est pas saturée, c'est ce que vous me dites. Bon, donc si elle n'est pas saturée, ça veut dire qu'on a 10-2 moles de BaSO4 qui se dissout complètement dans 100 ml. Donc 10-2 moles dans 100 ml, ça fait une concentration de 10 puissance moins... Voilà, moins 1, hein, 0,1 mol par litre. Donc on a une activité de 0,1 mol par litre. 0,1 pour Ba2+, 0,1 pour SO4 2-, vu la stéchiométrie, là c'est facile, 1 et 1. Bon, le produit des deux, ça ferait donc 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, alors que le PKS vaut 10 puissance... le PKS vaut 9,9. Donc le KS, c'est 10 puissance moins 9,9. Donc, la solution étant saturée, le produit des deux activités Ba2+, SO4 2- devrait être égal à 10 puissance moins 9,9, quasiment 10 puissance moins 10. Très faible. Si vous me dites que tout est dissous, vous me dites que le produit de ces activités vaut en réalité 10 puissance moins 2. Le produit des espèces dissoutes 10 puissance moins 2. Alors que lorsque c'est saturé, on a 10 puissance moins 9,9, c'est-à-dire 10 puissance 8 fois moins. Alors, est-ce que cette solution est saturée? Vrai, elle est saturée. Faux, elle n'est pas saturée. Donc là, on vient de voir que si elle est saturée, on a un produit qui vaut 10-2. Si elle n'est pas saturée, on a un produit qui vaut 10-2. Si elle est saturée, on a 10 puissance moins 9,9. Donc, cette solution est saturée, vrai. Cette solution est saturée, faux. Je ne sais plus ce que j'avais posé comme question tout à l'heure, du coup j'ai un doute. C'est pour ça que je les ai écrites les autres. Bon, j'ai un peu oublié ma question, je ne sais plus trop ce que j'avais dit. C'est pas très grave. On va quand même trouver la bonne réponse. Saturé ou pas? Donc vrai c'est saturé, faux c'est pas saturé, c'est ça? Faux c'est pas saturé, vrai c'est saturé. Bon, alors, si c'est saturé, c'est que la solution, elle est concentrée au maximum. La solution saturée, c'est la plus concentrée possible. Si c'est pas assez concentré, c'est pas saturé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on peut le voir. Donc là, si vous me dites que ça n'est pas saturé, c'est ce que vous confirmez là, eh bien, vous me dites que tout est dissous.
Mais si tout est dissous, on a des concentrations de 10-1 mol par litre, un produit de 10-2. Beaucoup plus grand que si c'était saturé. Or, c'est pas possible. La solution saturée, c'est la plus concentrée possible. Ça ne peut pas être plus concentré que la solution saturée. Voilà. Hein, donc, voilà. Donc là, ça colle pas. Aïe. Alors, voyons ça. Hein, donc là, c'est un raisonnement un peu par l'absurde. On fait une hypothèse, on se dit tiens, bon, ouais, ça va être dissous, et puis on regarde si c'est crédible. C'est pas crédible ici de dire que tout se dissout, parce que ça conduit à des concentrations trop fortes. D'accord? Si la dissolution est totale, les concentrations, elles sont égales, elles sont de 10-1 mol par litre. Et il n'y a pas du tout de solide. Si c'est saturé, les concentrations sont égales, puisque c'est la dissolution 1 et 1, ça donne 1 barium et 1 sulfate. Et c'est ce qu'on va appeler la solubilité, puisqu'on met le solide dans l'eau pure. C'est la solubilité. Alors, si la solution était saturée, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. Oui, donc si la solution est saturée, il y a un reste de solide. Donc l'activité du solide, elle est égale à 1, et on peut écrire le quotient de cet équilibre de solubilisation, là, avec le coefficient 1. Activité de Ba2+, activité de SO4 sur 1. Voilà, et donc c'est la solubilité au carré. Ici, la stoichiométrie est très simple. Donc, on peut calculer la solubilité. Et la solubilité, c'est la quantité maximale qui va pouvoir se dissoudre par litre d'eau. Donc là, on peut calculer 10 puissance moins 9,9 divisé par 2. Ça nous donne moins 10 puissance moins 4,45. Ça nous donne moins que 10 moins 1. Donc là, ce qu'on trouve, c'est que si la solution est saturée, elle est concentrée au maximum. Au maximum, ça veut dire 10 puissance moins 4,45. Après, c'est saturé, ça ne peut plus se dissoudre. Alors que si tout se dissout, on obtient 10-1. Beaucoup plus. Moralité, tout ne peut pas se dissoudre. Ça s'arrête avant. Ça s'arrête dès que c'est saturé. Voilà. Donc, si vous répondez au hasard, logiquement, on n'est pas tout le temps faux. Hein. Et voilà. Donc, c'est des raisonnements un peu délicats. Il faut bien comprendre que si c'est trop concentré, ça précipite. Tant que c'est suffisamment dilué, ça peut continuer à se dissoudre ou ça n'est pas saturé. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Donc là, conclusion, peu importe comment vous l'identifiez, hein, il y a plein de raisonnements possibles, voir qu'il n'est pas possible que la dissolution soit totale. Donc c'est une solution saturée qu'on obtient. Donc la concentration des deux, eh bien, c'est la solubilité. Donc 10 puissance moins 4,45 ou 1,1 10 puissance moins 5 grâce aux calculatrices. Et donc il y a un reste. Donc il y a un reste de solide. Et là on peut voir que le reste de solide, c'est quasiment tout le solide. En fait il est très peu soluble. Et il y en a très peu qui se dissout. Hein, donc au départ on en avait 10-2 mol. Il y en a 1,1 10 puissance moins 5 mol par litre qui se dissout. On a 0,1 litre. Donc on peut soustraire la portion dissoute et ça change quasiment rien au résultat. Ça joue trop loin là, hein. Sur le 6e chiffre, on n'est pas du tout avec un modèle assez précis. Donc on peut considérer que la BaSO4 ne se dissout quasiment pas. Un produit de solubilité de 10-10, c'est vraiment très faible. Donc 10-2 mol ou 10-1 mol par litre, c'est énorme comme quantité pour cette solubilité. Voilà, donc cette première solution, elle est saturée et le sulfate de barium ne s'est quasiment pas dissous. Quasiment pas. Bien. Donc là, à reprendre pour bien comprendre que c'est ce qui intervenait aussi sur la courbe de tout à l'heure. Hein.
Donc si vous le pensez à l'envers, forcément vous vous trompez à chaque fois. Le précipité, il existe lorsque c'est trop concentré. Donc tout à l'heure, lorsqu'il y a beaucoup d'hydroxyde, lorsque le pH est faible. Sinon, il n'existe pas. Et ça n'est pas saturé. Alors, considérer qu'un solide n'est pas soluble, bon là, il y a plein de gens qui vont considérer que le sulfate de barium, il n'est pas soluble. Mais après, voilà, c'est une question de tolérance, je ne sais pas. Tous les solides sont solubles. Après, le seuil de tolérance, c'est quelles sont les traces qu'on va considérer comme négligeables ou pas. Voilà, les traces d'espèces dissoutes. Donc là, 10 - 5 mol par litre, si on considère que c'est une quantité négligeable, que ce sont des traces, on peut considérer qu'il se dissout quasiment pas. Si au contraire, on pense que c'est quand même une quantité suffisante pour observer des choses, on ne va pas le dire, c'est encore une fois une question de tolérance. Mais de toute façon, dans le cadre de notre programme, comme on travaille avec des activités assimilées aux concentrations mol par litre, les activités, elles doivent rester inférieures à 10-1, hein, même inférieures à 10-2 pour que ça soit bien valable. Donc forcément, tous les exemples crédibles correspondent à des produits de solubilité assez faibles. Hein. Des espèces très peu solubles. Donc on ne va pas tellement voir à l'œil se dissoudre. Voir à l'œil, parce que pour voir, il faut qu'on en mette quand même une quantité pas trop faible par litre d'eau pour le voir, et s'il se dissout très peu, on ne verra pas qu'il y en a moins. Quoi. Bien. Alors, même chose avec le sulfate de calcium. Donc, c'est son cousin, mais l'ordre de grandeur est différent quand même. Hein. Le PKS est différent. 5 unités de PKS, c'est 5 puissance de 10. Hein, donc, ça fait quand même... on n'est plus dans le même ordre de grandeur, malgré tout. Mais ça reste un produit de solubilité faible. Hein, 10 - 4,6, c'est très inférieur à 1. Ça va quand même donner des solutions saturées très diluées. Mais beaucoup, beaucoup moins que le sulfate de barium. Voilà, c'est relatif. Donc là, par contre, c'est pas tout à fait la même chose. On nous dit qu'on prend toujours 100 ml d'eau, ok, mais qu'on réalise une solution juste saturée. Voilà, donc ça, vous savez ce que ça veut dire, juste saturée. Juste saturée, c'est donc une solution saturée, mais le solide, il n'est pas là. Voilà, ok. Donc ça veut dire qu'on est en limite de précipitation, donc on peut quand même utiliser le KS, d'accord, qu'on va quand même avoir autant de calcium que de sulfate. Voilà, en mol par litre. On en a autant des deux, et c'est saturé, donc on peut écrire que c'est égal au produit de solubilité. Donc là, on a toujours 1 et 1, c'est exactement la même stoichiométrie. Voilà. Donc, cette deuxième concentration, c'est la solubilité. On est en limite de précipitation, donc on a juste atteint la solubilité. Donc le calcul est exactement celui qu'on vient de faire avec le sulfate de barium, qu'on aurait pu ne pas faire pour conclure à la première question, hein, d'ailleurs, mais celui qu'on vient de faire, calculer la solubilité, pour le sulfate de calcium ou de barium, c'est le même type de calcul puisque c'est la même stoichiométrie. Donc on écrit que la concentration obtenue, c'est la solubilité, donc racine carrée de Ks en valeur, donc 5 - 3 mol par litre, c'est pas beaucoup, c'est quand même beaucoup plus que l'autre. Mais comme c'est juste saturé, la quantité de solide, elle est nulle. Ça, c'est la grosse différence. Donc là, le sulfate de calcium est complètement dissous, mais on atteint le seuil de saturation, alors que pour la première solution, le sulfate de barium est presque encore complètement sous forme de solide, mais on a atteint la saturation. Voilà.
là, ces deux premiers calculs, enfin ces deux premiers raisonnements, c'est vraiment des raisonnements très classiques hein, qu'il faut comprendre et appréhender. Là, ils sont relativement simples parce que la stoichiométrie, c'est 1 et 1. Le raisonnement serait le même avec une autre stoichiométrie, mais bon, il faudrait juste rajouter les puissances de 10 ou prendre en compte des proportionnalités dans les concentrations. Donc concentrez-vous sur ce raisonnement, la limite de saturation, la solubilité, l'existence ou non du précipité. Donc on fait une hypothèse, on vérifie si ça tient la route. Donc vous pouvez faire l'hypothèse c'est saturé, vous pouvez faire l'hypothèse c'est pas saturé. Tous les chemins doivent vous mener à la bonne conclusion. Du moins la certitude que soit c'est saturé, soit ça ne l'est pas. Ensuite, sachant si ça l'est ou non, vous calculez les concentrations différemment. Si c'est saturé, on utilise le KS. Si ça n'est pas saturé, on sait que tout est dissous. On fait un bilan de matière, sachant que tout est dissous. Voilà. Hein, donc ça, c'est assez classique. Alors, les questions suivantes aussi. Alors, des puissances de 10, ou mettre à la bonne puissance et concentration. Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on peut écrire, donc là, avec la calculatrice, on peut calculer 5 10 puissance moins 3, alors que sinon, tu vas dire 10 puissance moins... moins quoi, moins 2,3 quoi. C'est ça. Racine de casse. Les deux sont justes. La moitié de 4,6. C'est ça la question. Donc ça, là, le S, ça correspond à la solubilité. C'est la solubilité de CaSO4. Alors, le bilan, donc c'est le même que tout à l'heure. Je vais retrouver mon truc. Dire que là, si tout se dissout, à la fin, il n'y aura plus du tout de CaSO4 et on aura une certaine concentration de Ca2+, et de SO4 de moins. Si on atteint la saturation, le produit de solubilité sera atteint. Donc ça va être vraiment ces deux concentrations, produit de ces deux concentrations divisé par ces zéros carrés. Puisque juste saturé, c'est saturé. Donc on n'a plus le solide, mais les concentrations sont suffisantes pour atteindre la saturation. Et ça, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la solubilité. Puisque la solubilité, c'est la concentration maximale qu'on peut obtenir, donc la solubilité en mol par litre, c'est lié aux concentrations maximales qu'on peut obtenir en mettant le solide dans l'eau pure. Et là, comme on a des coefficients 1 et 1, lorsque le solide est complètement dissous, la concentration obtenue, c'est la quantité en mol par litre de solide qui s'est dissous. Donc c'est ce que j'appelle la solubilité du sulfate de calcium, parce que deux choses. La première, on a des coefficients stéchiométriques 1, donc on a ici la même quantité dissoute que ce qu'on avait mis comme solide au début. Et d'autre part, on est en solution saturée. Donc la quantité dissoute correspond à la quantité maximale, donc à la solubilité. Voilà pourquoi ici, cette concentration C2, je l'appelle solubilité du sulfate de calcium, pour ces deux raisons-là. La quantité qu'on obtient en solution, vu les coefficients stéchiométriques, c'est la quantité de CaSO4 qui s'est dissoute. Et comme c'est la solution saturée, c'est la solubilité. Voilà, et donc l'égalité, voilà. Et donc Paul, du coup, c'est le produit des concentrations. Donc chacune de ces concentrations C2 correspond à la concentration en Ca2+, et SO4 de moins. Donc ça devient au carré, C2 au carré. Voilà, effectivement, là je t'ai passé vite là-dessus.
Donc vous pouvez le faire simplement en concentration, hein, sans identifier que ça correspond à la solubilité. Mais voilà, il me semble intéressant de remarquer aussi au passage que c'est la solubilité du sulfate de calcium. Puisqu'on est en solution saturée, qu'on met du sulfate de calcium dans l'eau pure et qu'on obtient une solution saturée. Donc voilà, la quantité dissoute, c'est la solubilité, et compte tenu de la stoichiométrie, ben, ça donne uniquement ça donne les concentrations en Ca2+, et SO4 de moins. Bien. Alors, ensuite, donc question de comportement assez général. Comment, qualitativement, quel sera l'effet d'une dilution sur une solution saturée? Je vais poser la question, je sais pas. Bon, première chose, effet de la dilution, on verra l'ajout après. C'est deux choses différentes, hein, deux choses indépendantes. Donc si on a une solution saturée, ça veut dire qu'elle est concentrée au plus possible, que le solide est présent et que les concentrations sont fortes, de sorte que le produit de solubilité est atteint. D'accord? Donc Q égale KS. C'est saturé. Donc là j'ai mis A au lieu de barium ou calcium, hein, pour dire l'atome métallique central. C'est la même sécurité dans les deux cas. Si on dilue, par exemple, on rajoute de l'eau. Bon, bah, ça a quoi comme effet immédiat? On rajoute de l'eau, ça va modifier les concentrations, et ces concentrations, elles vont donc baisser. Ouais. Si elles baissent, du coup, les activités ici deviennent plus faibles, Q diminue, donc comme il était égal au produit de solubilité, il devient inférieur au produit de solubilité. Q inférieur à KS, il va y avoir, si c'est possible, une réaction qui se fait dans le sens qui ramène Q vers KS. Donc là, dans le sens qui fait augmenter Q. Le Q est devenu trop petit par rapport à KS. Donc évolution dans le sens direct, dans le sens d'écriture. À l'équilibre précédent saturé, c'était égal. Les concentrations diminuent, Q diminue. Q est devenu trop petit, donc ça réagit dans le sens qui ramène Q vers KS. Donc ça va entraîner la dissolution du solide. Si vous avez bien compris le phénomène, ça doit être effectivement intuitif. D'accord? Donc, on ne va pas dire que c'est moins saturé, parce que c'est saturé ou ça n'est pas saturé. Après, on a plus ou moins de marge en réserve de solide, mais voilà, ça peut être saturé, juste saturé, ou saturé avec beaucoup de solide, saturé ou pas saturé. Par contre, dès qu'on dilue, ça va entraîner la dissolution du solide, si possible. Donc peut-être jusqu'à disparition du solide, rupture d'équilibre, peut-être juste un petit peu de dissolution, il va rester du solide et ça sera une nouvelle solution saturée. Et on va retrouver dans ce cas-là l'état de saturation précédent, donc la solubilité. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que si on dilue, eh bien, il va y avoir dissolution. Toujours, 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 quel que soit l'équilibre. Hein. Là, on l'écrit pour celui-là, mais c'est vrai pour tout type d'équilibre. Ça doit être intuitif. Alors, autre chose, on a une solution saturée et on ajoute SO4 Voilà. Donc, si on ajoute SO4 alors que c'était saturé, on avait donc Q égale KS, et si on ajoute SO4 là, on a donc une activité qui va augmenter, une concentration qui va augmenter. Donc le produit de concentration cation métallique et concentration sulfate va augmenter. On considère qu'on ajoute des ions sans augmenter le volume. Donc ça fait augmenter Q.
Donc Q qui était égal au produit de solubilité puisque c'était saturé, est devenu maintenant plus fort. Donc Q devient supérieur à KS. Donc il va se passer quelque chose, une évolution qui fait que Q tend à baisser, voilà, pour rattraper KS. Donc ça précipite. Voilà. Si on rajoute des ions, ça précipite. Donc de façon générale, si on augmente les concentrations, ça précipite. Si on les diminue, ce qu'on fait en diluant, eh bien ça se dissout. Voilà. Si on dilue, si les concentrations diminuent, le solide se dissout. Si les concentrations augmentent, eh bien ça précipite. Voilà. Donc la solution, elle est saturée. Elle était déjà saturée. Si on rajoute des ions, on est en sursaturation, on va dire, enfin, on est hors équilibre, mais ça va précipiter davantage jusqu'à retrouver l'équilibre de précipitation. Donc là, dans ce cas-là, elle reste toujours saturée. Il y a toujours du solide, mais de plus en plus. Ben, il en reste puisqu'il y en avait et on en rajoute. Donc là, il n'y a pas de risque que le solide disparaisse. Pour la dissolution, il y a un risque. Pour la dissolution, il est consommé, donc il se peut qu'il disparaisse. Pour la précipitation, non, ben, il y en a de plus en plus. Voilà. Donc ça, c'est les sans évolution qui correspondent un petit peu au dernier paragraphe, la fiche que je vous ai donnée vendredi, qu'on a décrite rapidement. C'est sans évolution qui peuvent être assez intuitifs. Bien. Voilà. Alors, question intermédiaire. Question intermédiaire qui fait une synthèse un petit peu des différents raisonnements qu'on a vus avant. Eh bien, on a donc une solution avec des ions barium et calcium de même concentration. On va considérer qu'on peut rajouter des choses sans que ça dilue. Hein, c'est-à-dire que voilà, si on rajoute, comme je l'ai montré en cours, forcément on augmente le volume, donc il y a une certaine dilution. On va considérer qu'on introduit des ions avec une solution hyper concentrée, que ça ne modifie pas les autres concentrations. Et donc, voilà. Donc, est-il possible, d'après vous, d'introduire des ions sulfate pour faire précipiter le sulfate de barium, mais pas le sulfate de calcium? Donc là, on est bien clair qu'au début, donc il n'est pas question des solutions 1 et 2 dont on a parlé tout à l'heure, hein. On a juste, pour l'instant au début, que des ions Ba2+, et Ca2+. Voilà, avec des anions spectateurs, je ne sais pas ce qu'on a mis, peut-être du chlorure de calcium et du chlorure de barium. En tout cas, on a des ions Ca2+, et Ba2+. Et les sulfates vont arriver petit à petit pour faire apparaître peut-être des solides. Donc le risque, si on rajoute des sulfates, c'est que ça précipite. Donc, est-ce que la question fait sens? On nous dit, on va rajouter SO4 de moins, on voudrait faire précipiter BSO4 et pas CaSO4. Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce qui fait que c'est envisageable, ça? On a vu qu'on avait deux précipités à même stéchiométrie, donc qui se ressemblent, et des produits de solubilité assez différents. PKS pour BSO4 est beaucoup plus fort, PKS pour CaSO4 est beaucoup plus faible que l'autre, donc le moins soluble des deux, c'est BaSO4. Donc oui, c'est envisageable, on va y réfléchir, c'est pas absurde de se dire, bah tiens, il va y avoir précipité de BaSO4 puisqu'il est très très peu soluble, mais pas encore de CaSO4 puisqu'il est quand même un peu plus soluble. Pas énormément, mais il l'est davantage. Donc comme au début on en a autant des deux, c'est une question qui est envisageable. Voilà, il doit y avoir une réponse. Ok? Donc on va en mettre suffisamment pour que le premier précipite, mais pas trop pour que le second ne précipite pas, puisque dès que c'est trop concentré, ça va précipiter.
Voilà, donc il faut identifier en fait les seuils d'existence de ces deux solides et se placer dans la zone où l'un existe et pas l'autre. Donc là, c'est une question de recherche de limite d'existence de chacun des solides dans des conditions de tracé, des conditions d'étude liées à cette concentration de départ, 0,01 mol par litre pour chacun des cations. Voilà. Donc quand est-ce que le sulfate de barium précipite? Il précipitera dès que il y a suffisamment de sulfate. Et suffisamment, c'est pour que la solution soit juste saturée, c'est-à-dire pour que le produit des activités atteigne le produit de solubilité. Donc, produit des activités en Ba2+, et SO4-, puisqu'on est toujours dans cette stéchiométrie-là, hein, toujours la même, qui doit donc atteindre le produit de solubilité. Voilà, alors là j'ai mis une inégalité stricte, sous-entendu, précipité, on voudrait le voir, qu'il existe vraiment, mais on pourrait mettre une inégalité large. À l'égalité, c'est juste saturé. Voilà. Là, vous pourriez mettre une égalité, ça serait juste saturé. Mais si on est sur l'égalité, on ne voit pas le précipité. Bon, si on est juste au-dessus, on ne le verra peut-être pas non plus. On a bien vu vendredi que pour le voir, il faut quand même qu'il s'accumule. Hein. Voilà, donc ça veut dire, puisque la concentration en barium elle est donnée, qu'elle ne varie pas, il faut que l'activité d'SO4- devienne suffisante, donc supérieure à ce quotient-là qu'on peut calculer. Donc ça va faire quoi? 10 puissance moins 9,9 divisé par 10 puissance moins 2, donc 10 puissance moins 7,9, voilà, 1,2 10 moins 8. Voilà, donc il faut que la concentration soit suffisante pour que ça précipite. C'est bon. Par contre, CaSO4, on ne veut pas qu'il apparaisse. Donc, on ne veut pas atteindre son seuil d'existence. Donc, pour qu'il ne précipite pas, il faut que le produit des activités reste suffisamment petit. Donc, il faut que le produit des activités reste inférieur au produit de solubilité. Éventuellement égal, parce qu'égal, c'est la solution juste saturée, ou juste saturée, on atteint le seuil d'existence, mais il n'apparaît pas encore, il n'est pas là. C'est saturé sans qu'il y ait de solide. Donc je ne veux pas de solide, je peux là mettre l'égalité. Bon, vous ne tracassez pas trop des bornes, égalité ou pas égalité. Déjà, mettez l'égalité dans le bon sens avec la bonne relation. Voilà, donc c'est la même condition, on compare le quotient, le produit des activités, au produit de solubilité. Là, on veut rester en dessous. On ne se tracasse pas de l'activité du solide, puisque dès que c'est saturé, il va apparaître, son activité deviendra 1. Là, on ne veut pas qu'il apparaisse, mais malgré tout, il faut que le quotient fictif reste suffisamment faible. Pour que si jamais il y en avait qui apparaissaient, ils redisparaissent par dissolution, immédiatement. Voilà, donc ça nous donne une nouvelle borne. Donc là, ça va donner 10 puissance moins 4,6 divisé par 10 moins 2. Donc 10 puissance moins 2,6. C'est-à-dire 2,5 10 moins 3. Voilà. Donc, ni trop ni trop peu. Ni trop pour que CaSO4 ne précipite pas, ni trop peu pour que BaSO4 puisse quand même précipiter. On a donc un intervalle là de concentration SO4- qui répond aux conditions souhaitées. Voilà, donc ça laisse quand même plusieurs décales. Hein. D'accord? Donc voilà, donc il y a de la place, malgré tout, ça reste des très faibles quantités, puisqu'on est en présence là de solides qui sont très peu solubles. Et à chaque fois, donc ces bornes, elles sont conditionnées aux conditions de tracé qui correspondent ici à 10-2 mol par litre de cation en solution limpide. Voilà, donc la dernière question, je vous laisse y réfléchir. C'est la plus difficile de l'exercice. Et elle reprend tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué comme méthode et comme raisonnement. Donc voilà, je vous laisse, là ça fait déjà beaucoup hein, comme séance, je vous laisse reprendre ce qu'on a dit,
voir si c'est clair ou pas, et du coup, réfléchir à cette dernière question et la traiter de nouveau en fonction de ce que vous aviez dit. Préparé. D'accord? Donc on la corrigera demain. Voilà, donc pour demain, reprenez ça, je vais vous envoyer donc le corrigé. Et vous avez finalisé déjà, hein, je pense, hein, votre compte rendu de TP, donc on fera aussi un point là-dessus. Je mettrai ensuite sur Moodle là, de quoi déposer vos comptes rendus. Et quoi d'autre? Et puis si je vais vous envoyer aussi pour préparer le cours, quelques petites applications numériques à faire vite fait pour prendre en main là, la force de Lorraine dont on a parlé vendredi. Voilà, parce que c'est le prochain chapitre. Hein. Donc vous avez le poli de cours et voilà. Bien. Donc question sur le compte rendu de TP. Éventuellement tu peux activer ton micro, Léopold, si tu en as un. Ou si oui. Coucou à tous. Bonjour. J'avais une question en fait, c'est concernant le diagramme qu'on nous donne là, de la simulation de dosage. On remarque qu'il y a 3 points anguleux. C'est bon pour le moment? Non, il n'y a que 2 points anguleux. Ah, autant pour moi, d'accord. Bon, bah, c'est super. Celui du milieu, en fait, c'est un saut de pH qui est brutal. Et donc, il fait que, effectivement, sur la simulation, ça semble un peu anguleux, mais non, c'est juste un saut de pH hyper brutal. Il n'y en a que 2 des points anguleux. Bon, bah, c'est tout pour moi. Disparition, logiquement. Ouais, c'est parfait, justement. Merci bien. Voilà. Bah, au plaisir. Ouais. Alors, dites-nous si vous avez d'autres questions. Et voilà, donc je vais vous envoyer par mail le récapitulatif de tout ça. Donc, je suis bien contente que ça ait fonctionné. Voilà, donc on est confiant pour demain. Et donc demain, c'est rendez-vous à 15h. Voilà. Donc vous n'hésiterez pas aussi à nous faire des retours, dire si c'est pénible, si ça marche mal, si c'est trop long, trop lent. Voilà. L'idée est quand même pas de vous abrutir, mais en ce qui me concerne, en tout cas, bien vous préciser les choses à l'oral. Je pense que ça peut aider plutôt que de lire un corrigé. Voilà, s'il y a des subtilités. Bien. Bon, bah, écoutez, je vous dis du coup, à demain. Voilà, à demain, profitez bien de la soirée et travaillez bien. Voilà, donc soufflez un petit peu avant de vous y remettre, mais la journée n'est pas terminée. Voilà, à bientôt. Bon, oui, Lucas. Oui, Lucas, est-ce que vous avez pas passé 2 heures sur votre téléphone? Tu veux savoir, on n'a pas fait plus que la vague 31, de 32 là à la fin. VG. En gros, on a découvert un jeu qui est ultra addictif, et là, je les ai vus connectés sur le jeu et genre pas disponibles pour jouer ensemble. Du coup, c'est-à-dire qu'ils jouaient ensemble. À quoi? Mais la prochaine, non, mais venez la prochaine fois, on lance un Gartic Phone, ça va être drôle.